Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la pneumologie qui va s'intéresser aux pneumopathies infiltrantes diffuses. Bien, avant de commencer ce cours, comme introduction, j'aimerais juste dire que anciennement, ce cours, on les appelait les pneumopathies interstitielles diffuses. Mais récemment, on a changé cette définition au profit de l'infiltration. Parce qu'on va voir qu'elle ne touche pas seulement l'interstitium, parce que ça peut être des manifestations diverses, pas seulement interstitielles. Ça veut dire pas juste le syndrome alvéolaire et parenchymateux et interstitiel. Donc elles sont infiltrantes et peuvent aller plus loin et peuvent évoluer vers la fibrose. Donc comme définition, les objectifs, je vais vous laisser lire les objectifs. Donc, comme introduction, c'est un ensemble hétérogène de maladies. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étiologies qui peuvent induire une atteinte de façon prédominante à l'interstitium pulmonaire. C'est pour cela qu'elles sont infiltrantes. Ça veut dire qu'elles sont capables de donner des atteintes profondes et qui peuvent aboutir à la fibrose. C'est ça la finalité des choses. Donc, comme on a dit, c'est un ensemble d'atteintes hétérogènes. Donc, vraiment, les étiologies, elles sont très diverses. Et la finalité, c'est que si on ignore une PID, ça peut évoluer vers la fibrose pulmonaire ainsi un tableau d'insuffisance respiratoire chronique. Donc c'est un processus réactionnel inflammatoire continu. Donc il y a des stades évolutifs à des agressions endogènes ou bien exogènes. Ça veut dire dans les maladies de système endogènes qu'on va voir, comme la sarcoïdose, l'idégéchna, ou bien les atteintes exogènes, comme la granulomatose, pneumoconiose, etc. Granulomatose exogène, va exclure bien sûr les agressions localisées, comme la tuberculose ou bien d'origine infectieuse, parce que les lésions, elles sont focales, elles ne sont pas diffuses. C'est la différence, le premier critère pour faire le diagnostic différentiel. Comme on a dit, c'est une entité pleine d'étiologies. C'est un groupe de maladies hétérogènes. Et donc, c'est difficile de les savoir. Et c'est pour cette raison que la plupart des PID sont d'origine idiopathique. Ça veut dire qu'on ne connaît pas encore la cause. Donc on dit une fibrose interstitielle diffuse idiopathique. Et ce n'est que la minorité qui est connue. Et bien sûr, le risque, c'est la fibrose pulmonaire diffuse. Et lorsqu'on atteint ce stade, le problème, il engage le pronostic vital parce que nous sommes dans l'insuffisance respiratoire pulmonaire chronique et qui peut évoluer vers le corps pulmonaire chronique. Donc bien sûr, le diagnostic des PID, comme on a vu, puisqu'il y a plusieurs groupes d'étiologie, notre démarche doit être systématique, elle doit être bien structurée, afin d'être capable de mettre en évidence quel est l'agent causal de cette PID. Non? Donc, comme on a dit, les PID, il y a plusieurs stades. Ou comment, raisonnablement, puisqu'il s'agit d'une agression inflammatoire, le premier stade, il sera de quel sera le premier stade? L'atteinte alvéolaire aiguë. Alvéolaire et qui peut être interstitielle. Donc c'est l'alvéolite aiguë avec l'œdème interstitiel. Le stade 2, c'est lorsque cette alvéolite aiguë devient chronique. Donc soit subaiguë, chronique, diffuse ou bien localisée. Le stade 3, c'est le moment où elle commence à présenter des fibroses de type interstitiel diffuse. Et le stade final, c'est le stade 4, où le poumon, il est carrément cicatriciel, il est cicatrisé, et il donne un aspect en rayon de miel. Donc là, on va avoir une symptomatologie très bruyante, très grave, très symptomatique, où il y a un tableau de détresse respiratoire chronique. C'est bon? Donc, on a dit l'évolution de l'EPID. Comme on a dit, puisqu'il s'agit d'une réaction inflammatoire face à une agression, ça doit commencer par l'inflammation. Et elle évolue par la fibrose jusqu'au poumon cicatriciel. C'est bon? Donc la première conséquence fonctionnelle de l'alvéolite, c'est la DLCO diminuée. C'est toujours la première conséquence. Avant d'avoir le trouble ventilatoire restrictif ou bien mixte ou bien autre chose, nous avons d'abord la diminution de la DLCO. Et cette diminution de la DLCO, elle peut évoluer vers l'hypoxie, l'hypocapnie, etc. Donc réduction de la DLCO, hypoxémie, hypocapnie, c'est le premier signe qu'on peut trouver.
Et donc, on regroupe les PID en deux types. Les PID chroniques et les PID aigus. Les pneumopathies interstitielles diffuses aiguës, ça veut dire les atteintes qui évoluent en moins de 2 mois. هذه هي aiguë خصكم تحفظوها. Chronique c'est plus de 2 mois. علاش 2 mois بالضبط؟ حيت on évalue qu'à partir de 2 mois le risque ديال fibrose il augmente grandement. C'est pour cela que chronique هما اللي كيعطيونا plus de fibrose. Logiquement. Et la chronicité commence dès 2 mois. C'est bon? Donc comment faire le diagnostic positif? Donc le diagnostic positif, bien sûr, logiquement, puisqu'il s'agit d'une lésion évolutive, la symptomatologie, elle aussi, elle est progressive, elle évolue. Elle devient de pire en pire. Au début, nous avons une dyspnée d'effort qui va évoluer et pourra devenir une dyspnée de repos. On peut avoir une toux sèche, chronique, l'asthénie, l'amaigrissement, etc. On peut aussi trouver l'hypocratisme digital, la cyanose témoignant de l'hypoxie, les râles crépitants témoignant de l'œdème, le syndrome alvéolaire, et qui est sec aux bases. Et donc au final, on peut dire un trépied clinique qu'on va toujours trouver. Les râles crépitants, les un signe physique, et les signes fonctionnels liés à la dyspnée d'effort et la toux sèche. Si on trouve les trois signes, c'est que c'est très probablement une pneumopathie interstitielle diffuse et qu'on doit trouver la cause. دراري عفاكم اذا كانت واحد ما يقول شي حاجه قطعوا الميكرو حيت كنسمع صوتي. ايه در كنسمع الايكو. شكرا. حتى تكونوا تسول شي حاجه عاد قطعوا حل في الميكرو صافي. Voilà. Donc le trépied clinique, ce sont ces trois signes. Deux signes fonctionnels et un signe physique. Voilà. Donc râle crépitant, tout sèche, le râle crépitant, sec, c'est comme un bruit ديال هاد scratch. هادشي علاش كاينه التصويره. Donc je n'ai jamais entendu à l'auscultation, mais les râles crépitants secs, à la différence des râles crépitants d'il y a l'œdème aigu du poumon, ils sont différents. C'est pour cela qu'il a mentionné le caractéristique sec. La radiologie, bien sûr, la radiologie, on devrait trouver le syndrome interstitiel, le syndrome alvéolaire, mais dans certains cas, on peut trouver la radiographie standard, normale, donc pas d'atteinte, des slabs. Au scanner avec coupe fine, c'est le scanner avec coupe fine qui permet de faire la différence. Parce que bien sûr, la radiographie, elle peut être normale, mais on a la PID. Donc on doit pousser nos recherches et le scanner à coupe fine بالضبط ماشي scanner غير normal. شنو كتعني scanner coupe fine? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est-à-dire qu'il coupe. دونك سكانير كوب فين هو واحد اللي كيدير دي كوب مليمتريك قراب من بعضياتهم Non, ماشي c'est. كوم لو سكانير نورمال اللي فين كيدير دي ديستونس بلو لارج دونك علاش هادي مهمه حيت دون سيغتان كا لا ليزيون elle peut être comme ça et donc si on coupe entre هاد la lésion on peut ne pas la remarquer donc c'est pour cela il faut faire des coupes plus petites parce que l'une d'entre elles pourra alors tomber sur cette lésion donc voilà. Donc, on va trouver des images réticulaires ou bien réticulonodulaires, micronodulaires, nous orientant vers le syndrome alvéolaire ou bien le syndrome interstitiel. Donc, l'image en vert dépoli. Donc, certaines régions, elles sont normales et certaines régions sont altérées. Donc, ça témoigne du caractère diffus. C'est que كاين هنا ما كاينش هنا كاين هنا ما كاينش هنا etc. كاين partout presque. وهاد l'image en vert dépoli ce n'est qu'un stade. نعم. Ah oui. C'est بحال الساركو كتشوف الساركويدوز فاش غتيفولي لا فيبروز راه كتعطي ايماج واحده اخرى تنشوفوها donc image en verre dépoli ومن بعد si ça évolue l'image en rayon de miel avec DDP bronchiolectasie regarde ici donc عندنا la fibrose اللي qui est surtout pariétale كتبان لك تكون هنايا avec la DDP associée ce n'est pas comme هذا l'image en verre dépoli ça touche seulement le parenchyme et les alvéoles ça ne touche pas les bronches et les vaisseaux هنا كيبداو يبان لي دي دي بي ولا تانت باريتال اتسيتيرا وغنقدروا نشوفوا كاع دي بول دونفيزيم دون سيغتان كا غيكونوا هنا فوالا دي بول دونفيزيم معاهم اسوسيي
Voilà, et on peut avoir un pneumothorax, une rupture d'une bulle d'emphysème, غادي لك pneumothorax. Donc هذا هو la complication ديال la fibrose مع الوقت. راه ديجا شفناها plusieurs fois avec la sarcoïdose ou granulomatose exogène, pulmonaire exogène. C'est bon? Donc la clinique. L'exploration fonctionnelle respiratoire, bien sûr. Au début, on peut avoir le syndrome restrictif pur parce que c'est la fibrose. Ça diminue la compliance du poumon, donc les volumes diminuent. Donc baisse de la compliance. À la gazométrie, elle peut être normale, ou bien on peut avoir une hypoxémie, hypocapnie. Et bien sûr, comme on l'a dit, le premier signe, c'est la réduction de la DLCO, de diffusion des DLCO. Donc, c'est le premier signe qu'on peut trouver à l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc, l'évolution. On peut avoir l'insuffisance respiratoire chronique et le retentissement de cette dernière sur les autres organes, comme l'insuffisance cardiaque droite, dans le cadre du cœur pulmonaire chronique, une surinfection pulmonaire, un pneumothorax par rupture de bile d'emphysème, ou bien le carcinome in situ, bronchiolo-alvéolaire surtout, parce que les PID, donc l'inflammation chronique, ça peut être un facteur de risque de cancérisation plus élevé. C'est bon jusque-là? عندك بومون ما خدامش. دونك تخيل معايا هذا هو لو جروب 3 ديال ليبرتونسيون بولمونير عاقل. الو. دونك انت فهمتي علاش كاين لو كور بولمونير كرونيك، حيت هي ليبرتونسيون بولمونير لو كور droit va être retenti, il va se retentir sur le cœur droit. Bien sûr. عندك alvéole et atteinte interstitielle, ça veut dire les vaisseaux, les capillaires pulmonaires هما كيتقاسوا. Voilà. Un problème au niveau du poumon, surtout interstitiel, كيقيس حتى les vaisseaux. Donc là, ça va se transmettre au niveau du cœur. Voilà. Donc la démarche étiologique. ماشي les vaisseaux اللي تسورانفيكتاو، قول les alvéoles, l'emphysème هما اللي risquent يتسورانفيكتاو. Bon, حيت دابا a priori le sang il est stérile. زعما ما فيهش les bactéries. A priori. Donc c'est pour ça le sang qui stagne à lui-même ما غاديش يتانفيكتا. Le sang اللي كيستاغني. دونك خاص الالفيول هي اللي كتغرف فيها لي بكتيري ولا لانفيكسيون ولا اللي بغيتي. سي بون. Donc le diagnostic étiologique, comment faire le diagnostic positif? Tout commence dès l'anamnèse. Donc l'interrogatoire, il doit être le plus précis que possible. Les professions, même les professions peuvent nous être un indicateur d'il y a des PID. Rappelez-vous, on a vu les pneumoconioses. Et donc la profession peut nous orienter vers l'origine de la PID. La profession qu'il exerce maintenant et même les professions les منهم. Si l'environnement domestique, parce qu'il peut contenir des éléments euh, allergènes, par exemple. S'il vit dans un environnement, les pigeons bzaf, etc. Les médicaments qu'il prend, les signes fonctionnels et autres. Et s'il y a des atteintes associées dans le cadre des maladies de système, reflux gastro-œsophagien. Donc l'interrogatoire, il doit être le plus complet que possible. Parce que, comme on l'a dit, presque n'importe quoi, mais c'est presque n'importe quoi. Il y a beaucoup d'étiologies qui peuvent induire la PID. Et donc, on ne doit pas passer à côté de n'importe quelle cause qu'on peut extraire, juste même de l'anamnèse. Ensuite, l'examen clinique, il doit être complet, surtout dans le cadre des maladies de système, parce que rappelez-vous, la sarcoïdose, مثلاً, on avait déjà vu qu'il y avait des manifestations extrathoraciques qu'on pouvait dépister, mais si dépister, qu'on pouvait voir, l'érythème noueux, le lupus perlieux, donc des symptômes بحال هكا اللي كتلقاهم, des manifestations cutanées, ganglionnaires, etc. Au scanner, au scanner, on doit toujours décrire trois choses. Quelle est la lésion élémentaire, le type d'ILH? Est-ce que ce sont des micronodules? Ce sont des nodules? Ce sont des masses? Quel est le type de la lésion? Est-ce que c'est une lésion, un nodule à contenu hydrique, à densité tissulaire,
ومن بعد les lésions associées. Donc هادو دايما خصنا هذه هي la description ديال un scanner comment on doit le faire. Parce que regardez ici les micronodules ça nous oriente vers un groupe d'étiologie. Les nodules nous orientent vers un autre groupe d'étiologie. Et les masses nous orientent vers un autre groupe d'étiologie. Donc c'est pour ça qu'il est très, très, très important de bien décrire la lésion radiologique. Ça peut être un élément qui nous oriente vers l'origine de la PID. Voilà. Et surtout, la confrontation de la clinique et la radiologie est indispensable. On n'interprète pas une image à elle seule. Elle doit être associée à la clinique et les informations qu'on a regroupées à l'anamnèse. Donc surtout les lésions, la diffusion, distribution et contenu des lésions. Par exemple, on a vu que dans la sarcoïdose, il avait des manifestations médiastinales et thoraciques, dans le stade 2 par exemple, et l'individu, il vous rapporte euh, euh, une tache violette au niveau de sa peau. C'est que c'est très probablement ce qu'on voit au niveau du scanner, c'est la sarcoïdose, parce qu'on a un argument anamnétique, il nous rapporte un ganglion violet, mais c'est un ganglion, c'est une tache violacée, violette au niveau de la peau, et le scanner, il confirme une forme de la sarcoïdose, donc c'est très probablement ça. C'est pour cela qu'il est très très important d'être, voilà, d'avoir une démarche systématique et et ce qu'on trouve soit raisonnable, qu'il soit confronté à notre clinique et notre anamnèse. Parce qu'au final, chaque lésion a des caractéristiques spécifiques à elle-même. Et donc, si on suit une démarche systématique et bien structurée, c'est très probablement on sera capable de trouver l'étiologie. On peut aussi faire la bronchofibroscopie, mais c'est surtout dans le cadre du lavage broncho-alvéolaire, soit du lavage ou bien des biopsies. Le lavage, c'est pour étudier le liquide et sa composition cellulaire. Rappelez-vous, la cellularité du liquide de lavage broncho-alvéolaire, sa composition en cellules, pouvait nous orienter vers la cause. Par exemple, une prédominance PNN, c'est qu'il y a très probablement une infection. Prédominance lymphocyte T8, c'est probablement granulomatose exogène. CD4, on a vu que c'était la caractéristique de la sarcoïdose et autre chose, etc. Donc, les éléments, ils peuvent nous orienter vers quel type de lésion présente l'individu. Voilà. À la biopsie, on peut aussi étudier est-ce qu'il y a un granulome tuberculoïde, sarcoïdosique, etc. Donc, on peut aussi biopsier les ganglions, la peau, le muscle, si ils présentent des atteintes systémiques, disséminées, mais chirurgie pulmonaire. On peut aussi, à la biologie, doser certains marqueurs, BNP dans le cadre d'atteintes cardiaques, dosage des précipitines sériques, l'enzyme convertase, calcémie, calciurie. L'enzyme convertase parce qu'elle est toujours élevée dans le cadre des granulomatoses. On peut aussi faire le facteur rhumatoïde, anticorps anti-CCP, antinucléaire, anti-SLT, 70, etc. Moi, ce sont des marqueurs qui nous orientent vers l'étiologie. Donc, si l'un d'eux teste positif, ça veut dire que c'est très probablement une atteinte de type X ou Y. Donc, voilà. La biopsie pulmonaire, elle peut être soit transpariétale ou bien à thorax ouvert. Bien sûr, à thorax ouvert, c'est de moins en moins indiqué. Surtout transpariétale parce qu'il y a moins d'incidents et de risques. Euh, et surtout, c'est une méthode invasive. Donc, c'est en dernière intention. Si vraiment on est incapable de déterminer l'étiologie, on peut avoir recours à la biopsie pulmonaire transpariétale. Mais bien sûr, il faut faire attention avec les, 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 les- les risques et les incidents, les accidents qui peuvent se produire. Donc, les étiologies. Les étiologies, comme on a dit, c'était une maladie très hétérogène. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs agents causaux. Mais nous, pour avoir une démarche systématique, on va la subdiviser en classes. Donc, Kin, la classe 1, ce sont les pays de secondaire. Secondaire à quoi? Soit une cause quelconque, donc, donc les granulomatoses exogènes par exemple, ou bien pneumoconiose, ou bien secondaire à une maladie de système, connectivite ou bien vascularite, de type connectivite ou bien vascularite. Ensuite, nous avons le groupe 2, ce sont les pneumopathies interstitielles diffuses avec granulomatose. Donc, ce sont les maladies de système qui se caractérisent par une granulomatose, comme la sarcoïdose, l'histiocytose pulmonaire langerhansienne, etc. Le type 3, ce sont les pneumopathies particulières. On va les voir,
comme lymphangioleuomyomatose, pneumopathie chronique idiopathique à éosinophile, etc. Et finalement, le quatrième groupe, ce sont idiopathiques. Ça veut dire que la cause n'est pas encore connue. Donc, commençons par le premier groupe, les PID secondaires. Secondaires à une cause, soit à une prise médicamenteuse ou bien autre chose. Donc, premièrement, on va voir celles qui sont dues, celles qui sont dues à une cardiopathie, par exemple. Une cardiopathie, comme l'hypertension artérielle pulmonaire, elle peut retentir sur le poumon. Donc, antécédent de cardiopathie ischémique, hypertensive ou bien cardiopathie, ça va induire un retentissement sur l'arbre vasculaire et pulmonaire. Donc, un retentissement profond. Et avec le temps, ça rentre dans le cadre du cœur pulmonaire chronique. Comme on a dit, le poumon, il pouvait retentir sur le corps, sur le cœur. Mais l'inverse est aussi vrai. Une atteinte cardiaque peut retentir sur le poumon. Et donc, secondaire à une atteinte cardiaque. Donc, à un poumon cardiaque. Donc c'est pour ça, pour dépister ces atteintes, on va se baser sur les explorations cardiaques de type ECG et écho-cœur pour dépister pour diagnostiquer le type d'atteinte cardiaque. Donc type de cardiopathie. Et le test thérapeutique au diurétique. Ça veut dire que si on donne les diurétiques et que l'état il s'améliore, c'est que c'est très probablement d'origine cardiaque, comme insuffisance cardiaque ou bien hypertension, etc. Secondaire à une cause infectieuse, mais une cause infectieuse diffuse, mais chez localisée, comme la tuberculose de type miliaire ou bien la pneumocystose diffuse. La pneumocystose, c'est le sujet immunodéprimé, déprimé, elle donne l'aspect d'elle miliaire. À évoquer toujours dans un contexte lié ou non au VIH. Voilà. Secondaire à des causes néoplasiques, comme lymphangite carcinomatose, carcinome in situ, ou bien le lymphome pulmonaire primitif qui va métastaser et qui peut disséminer et donner une atteinte infiltrante diffuse. Donc les causes, il y en a plusieurs. Donc au final, pour résumer, lors d'une pneumopathie interstitielle diffuse, les premières choses qu'on doit éliminer, c'est les infections secondaires à une infection diffuse grave, surtout de type miliaire tuberculeuse. Puis, on doit chercher à éliminer les atteintes cardiaques et finalement éliminer la cause maligne, la cause néoplasique. Si on élimine ces trois, ça veut dire que maintenant on peut se reposer parce qu'on a éliminé ce qui est de plus grave. Ensuite, nous avons voilà, les pneumoconioses, dans une exposition de la matière inorganique, donc soit les minerais ou bien les métaux, secondaire à une pneumopathie d'hypersensibilité, donc c'est le granulome pulmonaire exogène. C'est une allergie, mais au niveau alvéolaire, mais chez bronchique. Exposition aux poussières organiques. Les pneumopathies iatrogènes, secondaires à une prise médicamenteuse ou bien des radiations ionisantes, elles peuvent induire l'inflammation et l'atteinte profonde, infiltrante diffuse, et autres. Soit les pneumopathies de surcharge, comme on a vu, c'est à peu près, c'est dans le même cadre des pneumoconioses, ingestion ou injection de toxiques, comme les stupéfiants, etc., et peuvent retentir sur le poumon. Donc, allez où le premier groupe, il y a les atteintes secondaires à une cause. Ensuite, le deuxième groupe, ce sont les atteintes secondaires à une connectivite ou bien à une vascularite. Donc, pour vous expliquer d'abord c'est quoi une connectivite et une vascularite, c'est une atteinte systémique qui touche les vaisseaux, les gros et de gros et de moyen calibre. Les connectivites, ce sont les atteintes qui touchent le tissu conjonctif du corps humain. Donc, les atteintes des connectivites, on distingue la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la polymyosite, la dermatomyosite, le Sjögren. Et les vascularites, on distingue les PAN, la maladie de Wegener, Schurger-Strauss, dans le cadre de la GEPA, granulomatose éosinophile pulmonaire, j'ai oublié ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce sont les atteintes qu'on peut trouver. Mais chacune a une caractéristique qu'on peut trouver, qu'on peut voir. Donc, la sclérodermie, par exemple, comme on le remarque ici, une atteinte interstitielle diffuse au scanner, mais non seulement. Puisqu'il s'agit d'une maladie de système, on peut trouver les signes associés. Regardez ici. La sclérodactylie, les doigts boudinés et durs, avec une fusion commissurale. Non. Syndrome de Raynaud. Ah oui, ouais, ça. Donc les doigts qui me... Ah, ah. Avec la fusion commissurale.
et la fente labiale, elle perd son élasticité. Donc c'est la sclérodermie, c'est l'atteinte du tissu conjonctif qui devient dur et qui perd son élasticité. Et regarde, donc voilà, la fente labiale, elle est difficilement ouvrable. Et l'atteinte des doigts, le syndrome de Raynaud, sclérodactylie. On peut aussi avoir la téléangiectasie, mais مش كاين هنايا. هو syndrome de Raynaud. Donc c'est une ischémie due à la vasoconstriction périphérique. Et comme on remarque هنايا هو le doigt qui se recolore غير بوحده. Voilà. La polyarthrite rhumatoïde, surtout, donc elle peut elle peut donner des lésions. La caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde, c'est qu'elle est excavée fréquemment. Elle est excavée. Donc si un nodule est excavé, il faut surtout évoquer la polyarthrite rhumatoïde, ou bien la tuberculose, le cancer, ou bien la maladie de Wegener. La maladie de Wegener, on va la voir dans quelques instants. Donc la polyarthrite rhumatoïde, comme on le remarque, ça donne des nodules. كبار شوية ماشي صغار. Ce ne sont pas des micronodules. Et non seulement, puisque c'est une maladie systémique, ça va donner aussi une atteinte articulaire, les principale. Donc la polyarthrite rhumatoïde, regardez ici, la manifestation en dos de chameau. Voilà. C'est bon? C'est bon jusque-là? Donc, اليمن هي le dos de chameau. اليسار صراحة bon كيبان لك l'aspect bosselé ديال l'articulation du pied. Donc voilà. On peut trouver aussi le lupus érythémateux disséminé dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Là, oui, never mind. Lupus érythémateux disséminé هو اللوبوس كنلقاو dans le lupus soit le lupus en aile de papillon كما كنشوفوا هنا في la face ou bien disséminé في le corps humain. ويلي فلان في aile de papillon هادشي اللي تقال لها المهم ماشي مشكل. Et le lupus il a une caractéristique spéciale, bien sûr lupus érythémateux avec l'aphthose buccale et la sensibilité aux ultraviolets. شوفوا هنايا la peau ديالو elle est très érythémateuse, elle est exposée وهذيك اللي مخبيه باقا elle garde sa couleur. Donc ce sont les atteintes associées au lupus. Il peut aussi donner une lésion associée très fréquente liée à la pleurésie. Bon هنا ما مكتوباش mais المهم lupus كيعطي pleurésie. La dermatopolymyosite, donc dermatopolymyosite, il donne surtout les ulcérations comme on le remarque ici. La fente palpébrale que tu vois le nodule ulcéré, nécrosa. Et l'image à droite, les doigts, ils commencent à ulcérer, donc dermatopolymyosite. Et ça peut donner une manifestation de type PID. Donc هادو les caractéristiques de chacune. Donc pour résumer لحد الآن باش يلا ما تدوخش شوية. Donc شفنا أول وحدة لا سكليروديرمي. لا سكليروديرمي جو بونس تيلمون شفناها صافي راه ضبطناها مزيان. سكليروديرمي donc c'est une atteinte de type حنا دابا في les connectivites donc celle qui touche le tissu conjonctif. Sclérodermie, elle rend le tissu connectif dur, donc il perd son élasticité. Donc les atteintes associées, le syndrome de Raynaud, sclérodactylie, donc les doigts boudinés, et la fermeture labiale, l'ouverture labiale, elle devient limitée. La fente labiale limitée. تاني اللي شفنا هي la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde كانت كتعطي surtout des gros nodules excavés avec l'atteinte articulaire en dos de chameau في الإيدين. من بعد شفنا lupus érythémateux donc en aile de papillon ou là en loup avec le lupus érythémateux disséminé et la pleurésie est fréquemment associée. من بعد وصلنا dermatopolymyosite qui s'ulcère fréquemment et nécrose donc c'est avec des nécroses et des ulcères cutanés. Voilà avec des calcifications intramusculaires هما مكتوبين هنايا هما كيبانوا هنايا dermatopolymyosite donc l'atteinte dermatique du derme هي l'ulcération et polymyosite les calcifications intramusculaires diffuses. C'est bon? Ensuite, oh, je vois. Non, c'est ça là. Oh. طريق شيتون شاكوش Ah, شاكوش باقي باقي حسن دابا ترجعوا mhm. للبوينت ديالكم
اه جو. Intéressant. هي ديك المساعده اللي كيدير شي واحد باش يوقف فاش كيشد في ركابيه وكيبقى يتطوى بحال ما واش هي هادي. اه 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 je vois. Voilà. Ensuite, nous avons le syndrome de Sjorgen. Le syndrome de Sjorgen, il a une caractéristique très spéciale, il y a l'hypertrophie des glandes, surtout la glande parotide, avec la langue sèche, donc déshydratation. Il peut aussi avoir une atteinte oculaire. صراحة euh, ما عرفتش l'atteinte oculaire elle est de quel type, mais bon, c'est surtout l'atteinte l'hypertrophie glandulaire et la langue sèche. Donc غير ربطهم بجوج، تخيل معايا عندك لي glandes خدامين بزاف et donc la langue déshydrata. Les glandes salivaires ou داكشي كامل. Ensuite, on a la périarthrite noueuse. Donc, d'abord, on a les vascularites. Les vascularites, comme on a les atteintes vasculaires. Les atteintes vasculaires, la paroi, donc inflammation des artères, maladie du système, des gros et des moyens, de gros et moyens calibres surtout. Et donc, maintenant, on distingue la polyartérite noueuse. La polyartérite noueuse, la caractéristique spéciale, c'est l'ischémie. Donc, on aura des zones ischémiées au scanner. Regarde ici. On a le foie, غالبا. Ensuite, on a, c'est la rate. لا غات بدات كتاسكيميا في واحد لا زون. المهم هاد لورغان الي اسكيميا دونك لي زون ايبودونس هي ليسكيمي افيك بارفوا دي نيكروز حتى هما ulcérés au niveau cutané حتى هي اسكيميات و فوالا دي لا كاركتيرستيك ديال بيري ارتيريت نوز. Ensuite, nous avons la maladie de Wegener. La maladie de Wegener, elle est surtout associée à une atteinte nasale. Chouf le nez de cet individu. Donc l'atteinte nasale, il induit surtout un problème au niveau des cloisons. C'est la maladie de Wegener. Ensuite, le syndrome de Schurg et Strauss. Le syndrome de Schurg et Strauss, il est GEPA. Il se manifeste surtout par l'asthme. C'est une origine, vous avez l'asthme. GEPA, la granulomatose éosinophile pulmonaire. Et صراحة نسيت شنو كتعني. خلينا نقلب عليها دغيا. Éosinophile avec polyangéite, désolé, mais je suis pulmonaire, avec polyangéite. Donc atteinte disséminée avec les vaisseaux, polyangio, inflammation des vaisseaux. Donc ça make sense, c'est vascularite. Donc syndrome de Sjogren-Strauss هي البوليانجيت دونك كدير سورتو ان طابلو دازم سيفير هادي اللي خصنا نعرفو. جي او بي راه كنا شفنا في الكور ديال لازم. نعم. اوبس فين مشيت. بولي انجيت غرانيلوماتوز ايوزينوفيل بولي انجيت انجيت donc l'inflammation des vaisseaux. C'est bon? Très bien. Ou aussi la maladie de Wegener tu vois qui a les nodules excavés. Donc, au final, les nodules excavés, ils doivent faire penser tuberculose, cancer, maladie de Wegener d'abord, ou bien de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, هذوك هما اللي كيعطيو les nodules excavés. Tiens, c'est bon? Caractéristiques ديالهم هما. Ensuite, d'abord غادي نشوفوا les pneumopathies interstitielles diffuses avec granulomatose. أول وحدة فاك مشى لي الويفي. Voilà. Ensuite, le deuxième groupe, ce sont les PID avec une granulomatose. Une granulomatose, donc le granulome tuberculoïde. Dans le cadre de la sarcoïdose, comme on a déjà vu au niveau du cours de la sarcoïdose, l'histiocytose langerhansienne, et on va voir les caractéristiques d'Iola. Donc, sarcoïdose, je finis le cours d'Iolo. Il se manifeste par. Il a plusieurs stades, un 2 3 4. Et surtout, il a des manifestations cutanées, extrathoraciques. Notamment l'érythème noueux ou bien le lupus perlieux. Vous voyez les manifestations, qui est le cours de la sarcoïdose. On peut être dans l'histiocytose langer. Le lupus ou les de couleur violet. Violette. Lupus, dès que l'aile de papillon ou là, le visage de loup, كما انت سميتيها كتكون violet. L'histiocytose langerhansienne, c'est une atteinte granulomatose éosinophilaire, donc يكونوا les éosinophiles كتر بزاف في lavage broncho-alvéolaire, mais surtout كنلقاو une atteinte ostéolytique حتى هي associée. Regarde le crâne ديال à ce niveau-là. بان ليك les lésions ostéolytiques.
Donc au final إذا كان عندنا bien sûr هذه l'histiocytose langerhansienne en général mais les caractéristiques ديالها عنده دائما une évolution caractéristique. إذا لقيتي un nodule rompu et un kyste ça veut dire que راه هذه c'est l'histiocytose langerhansienne. Donc عندك l'histiocytose langerhansienne elle a toujours cette évolution. Ça veut dire que si au niveau du même poumon et bien sûr غتعطيك plusieurs lésions plusieurs nodules واحد لقيتيه يلاه بادي كيست ليكيديان ماشي ايداتيك غا كيست لو كيست ستاندار ا كونتوني ليكيديان زعما كيست صبر لا بصح لي كيست بيلمونير كيكونوا ايريان عندك حق عندك حق كيست ايريان ولقيتي واحد لي رومبو او اكسكافي ولقيتي ان نودول كومبلي اذا لقيتي هاد الثلاثه لي تخوا زيتا ça veut dire que c'est seulement l'histiocytose langerhansienne. Donc هذه c'est une caractéristique ديالها هي و voilà. Donc هادو هما اللي كيعطيو لي زاتانت granulomateuses sauf sauf tuberculose حيت tuberculose راه c'est un agent infectieux donc secondaire à une infection. Ensuite عندنا les pneumopathies particulières اللي عندهم des caractéristiques ديالهم بوحدهم notamment la lymphangioléomyomatose et sclérose tubereuse. C'est quoi هاد l'atteinte هادي واحد l'atteinte اللي on distingue deux types. Une atteinte familiale ça veut dire qu'elle est héréditaire هادي اول حاجه وهذيك تعطيك سي لا سكليروز تيبيروز دو بورنوفيل هذه راه السميه ديالها دونك الي هيريديتير كتلقى هاد لي ليزون بحال هكا سورتو دي تيوب كيما كتشوف او نيفو دو بومون اي بزاف ديال لي زونفيزام كثار سينون سينون عندنا دي زاتانت سبوراديك اللي هذيك كتسمى هذيك لقاوها سورتو غير عند لي فام اون اكتيفيتي جينيتال هذه سي جوست اون اوتر كاركتيرستيك دونك اون بارل ديال ان بومون انفيزيماتو كيستيك حيت شوف هاد لاسبي اللي كيبان لك هنايا هذه هي لا كاركتيرستيك ديالو زعما بوكو دونفيزيم اللي كيون لالور كيستيك هذه spéciale ديال la lymphangiomyomatosis. Et c'est pour cela, à ton avis, Yassine, شنو هي la complication اللي غيدير هاد l'individu à répétition? Le pneumothorax, très bien. Donc غيبقى كيدير un pneumothorax à répétition. Donc هادي الفكرة اللي بغيتك تعقل عليها. Si quelqu'un fait des pneumothorax à répétition, c'est que très probablement عنده بزاف ديال les emphysèmes. Et l'une des les atteintes اللي كيديروا بزاف ديال les emphysèmes هي هاد lymphangiomyomatosis. Ensuite, عندنا la pneumopathie ou bien sûr هاد les kystes ils sont de contenu aérien ماشي liquidien عندك حق حتى هنايا حتى هاد l'histiocytose langerhansienne les kystes aériens ce n'est pas liquidien. Ah. Mhm. Les kystes ils sont bien limités et circulaires. Les emphysèmes elles sont plutôt bulleux, ce sont des bulles كبار ou زعما كيتبعوا le poumon l'aspect ديال le poumon alors que les kystes كيكون nodulaires circulaires مقاد. C'est bon. Voilà. Ensuite, nous avons la pneumopathie chronique à éosinophile, comme le nom l'indique, qui connaît un bzaf ديال les éosinophiles. C'est surtout d'origine asthmatique, parasitaire ou bien idiopathique. هادشي اللي كاين. Et pour dépister la pneumopathie chronique à éosinophile, c'est le lavage broncho-alvéolaire كتلقاه بزاف ديال les éosinophiles. Mais surtout, la lésion caractéristique اللي كاينه هنايا شنو كيبان لك هنا ياسين؟ Une opacité اللي كتقيس فين؟ Le central ou la périphérique? Périphérique. Et regarde ici, في السكانير كتبان لينا كاع حسن. La lésion est périphérique. C'est هاد le terme, il ressemble à un œdème inversé. الوابي كيبان في الاول ilaire ou proche du poumon, proximal. هذا c'est l'OAP inversé. كيبان لك périphérique de l'opacité. C'est bon? وهذه sont des condensations sous pleurales تحت من la plèvre كما كتشوف هنايا. ومن بعد عندنا idiopathique. ايديوباتيك اون ديستانغ سي تيب مي هادشي ما كيهمناش بزاف سورتو هذيك اللي خصنا نعقلوا لها هي لا فيبروز بيلمونير ايديوباتيك هذه اللي خصنا نعقلوا لها سا اندوي لا فيبروز سي بون دونك بور ريزومي ياسين les PID كان عندهم لو تريبيي كلينيك لو تريبيي كلينيك était basé sur quoi donc deux signes fonctionnels la dyspnée et
Oh, non, d'abord, بديتي كتوصف لي un signe fonctionnel. Le patient réagit ainsi, شنو un signe fonctionnel? C'est un signe que le patient peut te raconter. Un signe physique هو اللي كنلقاو à l'examen clinique. Ah, ah. Donc عندك la dyspnée وشنو عندك le deuxième signe؟ زيد. Dyspnée, donc la dyspnée de type d'effort liée progressive, elle s'aggrave. Quoi d'autre? Hmm, non, non. هذاك لقاو في l'examen fonctionnel respiratoire هذاك complémentaire, c'est un examen complémentaire. انا بغيت le trépied clinique. Donc بدا systématiquement des râles crépitants secs هذا c'est un signe physique. Donc je vois le deuxième signe fonctionnel اللي peut rapporter le patient. La toux chronique. Donc هذوما les trois signes. Donc بعدا les pays idiopathiques ما قلنا هما la majorité. أهم واحد هي la fibrose. Donc c'est une dyspnée progressivement croissante. نعم. Cyanose. هادوك ce sont des signes. Les râles crépitants c'est le signe physique. C'est le signe physique. هي هذيك. Les cyanoses ou les râles ou هذاك ils surviennent surtout lors de la complication de l'insuffisance respiratoire. Et ils sont variables. Ils ne sont pas toujours présents. Alors que la dyspnée et la toux ou les râles crépitants devraient être toujours présents. هادشي علاش؟ فهمتي؟ Très bien. Donc dyspnée progressivement croissante avec une toux sèche et des râles crépitants secs. هذا هو le trépied clinique. L'hypocratine digital كما كتشوف, il est près de la moitié des cas. Donc il n'est pas toujours présent et on peut avoir une altération d'état général. Mais les trois signes qui devraient être a priori toujours présents, on met là. Deux signes fonctionnels et un signe physique. C'est bon? Voilà. Donc fibrose pulmonaire idiopathique, fibrose avec les emphysèmes et la dilatation des branches par traction. Donc هذا هو le terme ديالو dilatation des branches par traction حيت هذيك لا فيبروز كتجر لي برونش معاها حيت قاصح. و فوالا لاسبي اون ني دابي ولا غيون دو ميال هذا هو سميتو هاد لو بومون اللي كي سيكاتريسيال. فوالا هادو كانوا لي بي اي دي كرونيك. دابا كونسيرنو لي بي اي دي ايغو. لي بي اي دي ايغو اتون افي شنو غيكونوا؟ شنو هما لي كوز؟ لي انفيكسيون ديسيميني فيرال اللي غدير لك بنوموني ايتترا بنوموني بكتيريان اللي بغيتي داكشي بحال هكاك. Donc symptomatologie bien sûr, elle est plus brutale, elle est bruyante, donc dominée par la dyspnée d'installation récente, avec parfois on peut trouver les râles crépitants. L'hypocratine digitale elle peut être marquée plus ou moins. On peut avoir des râles sibilants comme ils peuvent être absents et pas d'asymétrie thoracique. Puisque c'est une PID diffuse, ça veut dire qu'elle doit toucher les deux thorax, les deux poumons. Alors que dans certaines atteintes, le pneumothorax est unilatéral, donc thorax distendu. Donc voilà, dyspnée aiguë avec les râles crépitants et le thorax il est symétrique. Bien sûr, la radiologie, on peut trouver le syndrome interstitiel associé à un syndrome alvéolaire. Donc, c'est la pneumonie ou l'infection, les choses profondes, etc. Donc, les causes les plus fréquentes, notamment, c'est l'œdème aigu du poumon d'origine cardiaque, ou la miliaire tuberculeuse, ou les pneumonies à germes banaux, etc. Les gaz de sang, l'hypoxémie et l'hypocapnie, elle est clairement marquée, et nous sommes dans un tableau de détresse respiratoire aiguë. Donc, d'une manière aiguë, le poumon, il perd sa fonction. Les signes de gravité, l'insuffisance respiratoire aiguë, le retentissement hémodynamique de type hypotension ou la tachycardie d'ordre ديال اكثر من 120 battements par minute, un retentissement neuropsychique, notamment l'obnubilation euh, ou la confusion ou la torpeur. Et dans ce cas, on doit alors l'admettre en réanimation ou l'unité de soins intensifs. On dirait les mesures systématiques. Oxygénothérapie, pose des voies veineuses pour un remplissage macromoléculaire pour traiter l'hypotension. Et voilà. Donc, les signes de gravité, ça aide معاهم. La symptomatologie, elle est bruyante. Et donc, elle peut rapidement évoluer vers le décès. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc l'œdème aigu du poumon cardiogénique, c'est la première étiologie. Donc notamment une insuffisance cardiaque gauche aiguë. حالاش بحال مثلا dans le cadre d'un traumatisme cardiaque. Un traumatisme cardiaque peut induire
Une insuffisance mitrale ou la chimoshkil au niveau des valves, ça va induire l'œdème aigu du poumon. Ou bien une arythmie cardiaque, un arrêt cardiaque, ou bien autre chose. Bon, arrêt cardiaque, regarde, c'est pire. ما غيبقاش حي pour باش تلقى في هذا البي اي دي. C'est bon? Donc, أول حاجة اللي on doit éliminer, c'est l'œdème aigu du poumon cardiogénique. Pour éliminer l'origine cardiaque, c'est un ECG en urgence et l'échocardiographie. Donc, tu trouves le cœur, est-ce qu'il a sa fonction préservée? Ou voilà, on élimine l'origine cardiaque. Ensuite, la miliaire tuberculeuse. La miliaire tuberculeuse, gène expert, lavage broncho-alvéolaire ou les expectorations, il élimine facilement le diagnostic. Donc, tuberculose, il donne surtout un arbre, l'image en arbre à mimosa. هذا l'aspect. Ça veut dire qu'il suit la subdivision bronchique. Ça veut dire qu'il est d'origine bronchogène. Tuberculose غالبا كيكون d'origine bronchogène. Benlik, très bien. C'est un arbre qui bourgeonne. Et ça témoigne aussi de l'évolution rapide de la tuberculose. Il a une tuberculose plus lente, mais que ça l'aspect en arbre à mimosa. Oui. Être en bjouj, a priori. Et toujours, l'individu, il est expector. Et il cracha. Qui ne les cracha? On bête les origines bactériennes non tuberculeuses, les autres bactéries. Donc, un lavage broncho-alvéolaire ou la bronchoscopie, on bête des prélèvements, غتقدر isoler le germe. Et surtout حتى les virales, les étiologies virales اللي كيديروا لك pneumonie, notamment Covid-19, il peut donner un aspect de pneumonie et infiltration diffuse. Voilà. L'aspect du crazy paving. Donc, هنا variable. On peut voir soit le syndrome de condensation, ça veut dire toute une région lisse, peut-être totalement envahie, ou bien le crazy paving, c'est un état intermédiaire entre la condensation et la normalité. شوف هاد le scanner. هذا هو سميتو le crazy paving. وشوف هذا اللي الفوق. Condensation تقريبا. Voilà. Là, le verre dépoli, il y a l'alternance entre les zones normales et les zones atteintes, les opacités. Mais le crazy paving, c'est une description des opacités. Mais elle m'a le syndrome de condensation fine, داكشي بيض, داكشي باقي gris. هادشي اللي كتشوف هنايا. Ou le verre dépoli, il y a l'alternance entre la normalité et les lésions atteintes, les zones atteintes, les zones lésées. Donc, هادو هما les virales, crazy paving ou bien le verre dépoli, ou qui peut évoluer vers le syndrome de condensation. من بعد عندنا les étiologies bon virales grippe A donc غير les virus اللي كاينين influenza de type A. ومن بعد عندنا les origines fongiques surtout du type pneumocystose. Pneumocystose عنده واحد la caractéristique c'est qu'il ne donne jamais de nodule. Il ne donne jamais de nodule ما كاينينش. Donc ما كاينش les nodules médicinaux ما والو. Mais la pneumocystose elle doit être c'est la première infection opportuniste chez respiratoire. La première. هي الاولى surtout فاش كينزل على 200 unités par tuberculose, oui, mais la tuberculose, ce n'est pas vraiment une maladie opportuniste. Même un sujet sain peut faire la tuberculose. Du coup, la milière ou les formes graves, oui. Oui, أي واحد اللي عنده VIH خصك dépister tuberculose. حيت il est prédisposé أنه يدير la maladie ماشي غير l'infection. Il n'est pas juste infecté. Eh, bon. صافي هانية هانية. Donc tuberculose ou le pneumocystose. Mais la pneumocystose qui est la première infection opportuniste lors du VIH. من بعد عندنا les causes toxiques, soit une gazométrie abusive. ما خصوش يبقى يدير داك الماسك à gaz بزاف حيت راه lui-même il peut induire une atteinte pulmonaire ou bien الفumée ديال العشوب etc. Donc هادي كاملين تما يقدروا يديروا des pneumopathies infiltrantes diffuses d'une manière aiguë. C'est bon? Donc voilà, c'est tout concernant le cours de pneumopathie infiltrante diffuse. Pour résumer, pour conclure, comme on a vu, il y avait plusieurs stades qu'on pouvait décrire en termes de la profondeur de la lésion, parce que c'est une lésion évolutive qui passe par un degré simple et qui peut évoluer vers un poumon cicatriciel non fonctionnel. Et ensuite, les avait divisés en deux types, les chroniques et les aigus.
Les chroniques, c'est surtout les lésions qui durent plus de 2 mois. Et on les regroupait en quatre grandes familles. Bon, je vais pas aller une à une, mais c'était surtout les atteintes systémiques, vascularites, connectivites, etc. En fait, je fais les étiologies aiguës, وهادو, elles sont plus graves parce qu'elles menacent le pronostic vital d'une manière bruyante. Et c'est pour cela un traitement adéquat et précoce est fondamental pour voilà, sauver le patient ainsi que traiter la lésion. Donc voilà, si vous avez profité de ce cours, n'hésitez pas de laisser un like, un joli commentaire. Vous savez, j'aime toujours les lire. Et on se verra bientôt. Bon courage.